Bien, bonsoir, et je voudrais tout d'abord remercier le Muséum d'Histoire naturelle pour son invitation. Je suis ravi de partager ce moment avec vous ici, ce soir, et vous allez le voir, je vais essayer de vous faire voyager un peu à travers l'espace et le temps. Je vais vous emmener d'abord en Asie, et puis au final un peu en Afrique, dans des périodes qui sont assez similaires, et pour vous raconter l'histoire de plusieurs espèces humaines qui ont existé, et certaines ne sont peut-être pas d'ailleurs humaines au sens du genre Homo, vous allez le voir. En tout cas, ce sont nos proches parents, des cousins plus ou moins proches, plus ou moins éloignés, qui ont existé, des fois dans des îles, des fois sur le continent. Et on va essayer de comprendre un petit peu, suite aux découvertes de ces fossiles, comment ils ont pu évoluer et comment on interprète le fait qu'ils soient petits, de petite taille. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant. Mais avant tout, je voudrais vous donner une petite idée du registre paléontologique et notamment paléoanthropologique, c'est-à-dire sur l'évolution humaine, donc tous les fossiles qui touchent à notre évolution. Voici à peu près notre interprétation de l'évolution humaine en 1950. Donc vous voyez qu'il y avait très peu d'espèces en Afrique, qui étaient nos ancêtres lointains, les australopithèques, dont vous avez peut-être entendu parler, avec Lucie notamment. Un cousin un peu éloigné aussi, qui sont les paranthropes, et puis des ancêtres humains, donc il y avait Homo erectus, d'autres espèces, les néandertaliens, et finalement avec une des espèces les plus récentes, qui est la nôtre, Homo sapiens. Eh bien aujourd'hui, notre vision a quand même pas mal changé, parce que nous avons trouvé beaucoup de fossiles, et nous avons un peu aussi mieux compris comment tous ces fossiles sont liés les uns aux autres. Et vous voyez notamment qu'on a beaucoup d'espèces à la fois donc, de notre genre, du genre Homo, mais aussi beaucoup plus d'espèces d'australopithèques et de paranthropes, et même des espèces qui sont plus anciennes, qui sont à l'origine de nos lignées. Donc ça, c'est un état des lieux à peu près actualisé. Et comme je vous le disais, la taille corporelle, en fait, elle a évolué au fil du temps, et les ancêtres lointains, les australopithèques, dont vous avez ici une représentation de Lucie qui a été reconstruite, vous voyez qu'ils étaient beaucoup plus petits, aux alentours entre 1 mètre et 1 mètre 30, par rapport à nous, qui nous sommes Homo sapiens, donc des humains actuels. Et en réalité, eh bien, au cours de l'évolution, dès le passage, en fait, dès l'émergence des premiers humains, dès l'espèce Homo ergaster ou erectus, donc ergaster c'est l'équivalent africain d'Homo erectus que l'on retrouve en Asie, eh bien vous voyez que très rapidement la taille corporelle a augmenté. On est arrivé à des tailles qui faisaient entre 1,60 m et 1,80 m. Et cette taille est restée à peu près constante au fil de l'évolution jusqu'à nous, sauf que, eh bien, au milieu, vous avez ici quelques exemples dont je vais parler aujourd'hui, d'espèces qui présentent des petites tailles, des petites statures, qui sont assez comparables à celles des ancêtres très lointains. Alors, est-ce qu'on interprète cette petite stature comme une preuve qu'il y avait certains de ces ancêtres lointains qui ont survécu pendant tout ce temps et qui sont arrivés jusque-là en termes d'évolution? Ou alors, est-ce que eh bien, une des espèces humaines qui a précédé ces petites espèces eh bien, a développé, a évolué vers une petite taille? Donc c'est là aujourd'hui ce qu'on va essayer d'expliquer. Et donc ces trois espèces qui sont assez petites en taille s'appellent Homo floresiensis et Homo luzonensis, toutes les deux provenant d'Asie du Sud-Est. Et il y a aussi Homo naledi qui a été découverte assez récemment, en 2013, qui, elle, a été trouvée en Afrique du Sud. Donc vous voyez des contextes géographiques totalement différents. D'une part, on est dans les îles en Asie, et d'autre part, on est sur le continent en Afrique. Mais pour ces trois petites espèces, qui sont encore une fois entre 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, eh bien, l'hypothèse, c'est qu'elles proviennent toutes d'Homo erectus, un ancêtre qui faisait 1,60 m, 1,70 m. En tout cas, c'est une des hypothèses qui est la plus avancée. Alors pour vous redonner un peu une chronologie et puis une idée de la géographie, donc en Afrique, aux alentours de 2 millions d'années à 1 million d'années, vous avez Homo ergaster qui a évolué à partir des australopithèques. Et puis Homo ergaster, très rapidement, est sorti d'Afrique et dès 1,8 million, 1,6 million, a atteint l'Asie, alors l'Asie continentale, mais aussi, vous voyez, l'Asie insulaire, avec notamment l'Indonésie, aux alentours d'1,5 million d'années. Donc ça, nous avons beaucoup de fossiles. Nous savons qu'Homo erectus ou Homo ergaster était présent sur tous ces continents à ces époques-là. Et on va commencer sur la trace d'Homo erectus en Indonésie.
Donc vous voyez, on est dans un environnement qui est assez tropical, avec une forêt luxuriante, des rivières et donc un environnement chaud. Et ça, c'est assez différent des autres sites où on a pu trouver des restes des fossiles attribués à Homo erectus, qui sont dans le nord du continent asiatique, en tout cas dans la partie assez nord. Vous voyez ici, on a Choukoutienne qui se trouve au-dessus de Pékin, dans une zone qui est très froide, même pendant les périodes plus tempérées. Il faisait quand même assez froid. Et puis surtout, on a la preuve, puisqu'on a des fossiles qui sont sur une grande durée chronologique, que cette espèce a été capable de survivre et de s'adapter dans des climats qui parfois étaient glaciaires, donc très froids. Donc Homo erectus, c'est non seulement une espèce qui est capable de s'adapter à différents milieux, à différents climats, et aussi bien au milieu froid qu'au niveau des milieux tropicaux d'Asie du Sud-Est. Donc une des questions que les paléanthropologues se posent, donc que les chercheurs se posent, c'est comment évoluer Homo erectus en Asie. Et donc Homo erectus, vous voyez, donc les sites que j'ai mentionnés dans le nord de l'Asie, eh bien, présentent une morphologie, alors là vous avez des dents, mais ça peut être aussi la morphologie des crânes, qui est assez similaire pour les périodes anciennes, donc c'est-à-dire vers 1,5 million d'années, aux fossiles que l'on retrouve en Indonésie. Donc on a des morphologies, bon là faut me croire, hein, je ne vais pas vous détailler toute la morphologie, mais qui sont similaires aussi bien pour les dents que pour les crânes. Mais par contre, au fil du temps, on va voir que la morphologie est différente. Donc là, on se retrouve dans des périodes qui sont entre 700 000 ou 500 000 ans. Et vous voyez que la morphologie a un peu changé. On a beaucoup plus de petites crêtes dans les dents. Et ça, c'est assez différent pour la même période de ce qu'on retrouve en Indonésie. Donc très clairement, les populations Homo erectus qui étaient à une époque assez homogènes se sont isolées. Et c'est probablement lié au fait que eh bien, les populations dans les îles étaient peu en contact, voire pas du tout en contact avec les populations du nord de l'Asie. Et donc ces moments d'isolation, d'isolement, de séparation, eh bien, ont conduit à des trajectoires évolutives différentes. Et vous voyez donc que Homo erectus en Asie du Sud-Est, à un moment, n'a plus la même morphologie exactement que les erectus qui sont sur le continent. Et ça peut s'expliquer, comme je vous le disais, par des phénomènes qui sont liés aux glaciations. Et vous voyez que pendant les périodes glaciaires, en fait, vous voyez ici en vert, on a un accroissement des ponts terrestres qui peuvent se former entre les îles d'Asie du Sud-Est. Alors ça, c'est pendant les périodes glaciaires, parce que toute l'eau qui est contenue dans les glaciers sur le continent, eh bien, elle est retirée des océans. Et donc le niveau marin baisse. Et donc, on arrive à avoir des niveaux qui vont jusqu'à moins 100 mètres par rapport au niveau actuel. Donc, ça crée des connexions entre le continent asiatique et l'Asie du Sud-Est. Donc là, pendant de brèves périodes de temps, quand je dis brèves, c'est quand même quelques centaines de milliers d'années, mais à l'échelle géologique, c'est assez bref, on a des connexions. Et puis, dès que la période glaciaire est passée, on a à nouveau des îles, des séparations entre ces régions. Et donc, c'est ce qui fait que ce scénario assez dynamique va conduire à des trajectoires évolutives des populations qui sont un coup en contact ou un coup isolées. Alors en Asie du Sud-Est, donc je vous parle d'Asie du Sud-Est parce que justement c'est là où on retrouve ces petits homininés dont je vais vous parler après, et on a des traces qui sont attribuables à Homo erectus, aussi bien des outils en pierre taillée, peut-être même des outils en os, et également quelque chose d'assez intriguant, des formes zigzag gravées sur un coquillage. Donc ça, c'est la première trace d'activité symbolique que l'on retrouve chez un humain ancien et qui est daté à peu près à un demi-million d'années, à 500 000 ans. Et donc Homo erectus, c'est une espèce qui est un grand succès évolutif qui va perdurer pendant très longtemps. Je vous ai dit, elle est arrivée en Asie il y a à peu près 1,8 million d'années, presque 2 millions d'années. Et on le retrouve en Indonésie, les tout derniers erectus, entre peut-être 100 000 ans, voire jusqu'à des périodes peut-être un peu plus récentes. C'est un peu débattu au niveau chronologique, mais même 100 000 ans, c'est déjà très récent. Mais alors, ce qui est encore plus intriguant, c'est que ce que je vous ai montré, c'est que ces fossiles, ils proviennent d'une grande île indonésienne qui est l'île de Java. Cette île, elle a été connectée par moments, comme je vous l'ai montré juste avant, au continent. Cependant, il y a des îles, même au niveau marin le plus bas, qui n'ont pas été connectées, et c'est le cas de l'île de Flores. Et donc ça veut dire que eh bien, ces humains, que ce soit Homo erectus ou d'autres espèces, ont pu passer sur une île qui était éloignée des autres et qui n'a pas été accessible à pied.
Alors, est-ce qu'ils ont nagé? Est-ce qu'ils ont utilisé des embarcations de fortune? Est-ce que c'est un tsunami qui a emporté des petits groupes humains? Ça, on n'a pas la réponse. Mais on observe quand même bien qu'il y avait des humains qui ont peuplé l'île de Flores il y a 1 million d'années. Et on sait aussi qu'ils y sont restés un moment, puisque aux alentours de 700 000 ans, on a des restes humains. Donc vous voyez une toute petite mandibule ici, qui est adulte, mais qui est toute petite, qui est vraiment d'une taille encore plus petite que la nôtre, avec des dents également, que vous pouvez voir à côté. Et donc ça a été assez intriguant, parce qu'on s'est dit, il y a vraiment une espèce qui est de toute petite taille, qui fait peut-être à peine 1 mètre de haut, qui a peuplé ces îles en Asie du Sud-Est. Alors vous allez me dire, mais comment on arrive à des petites espèces? Et donc on en a en plus deux. On a Homo floresiensis sur l'île de Flores, qui se trouve ici à côté de l'île de Java. Et puis vous avez aussi Homo luzonensis qui vient de l'île de Luzon aux Philippines, et donc plus précisément de la grotte de Callao ou de la grotte de Liangbua. Et donc le premier qui a été trouvé au début des années 2000, c'était Homo floresiensis. Et donc vous voyez ici le crâne en haut, qui est comparé à un crâne d'humain actuel. Donc ça, c'est nous, et là, vous avez bien le crâne de cette espèce. Et vous avez d'ailleurs la mandibule qui est montrée à côté. Et vous voyez, comme elle est petite, elle tient largement dans une main d'un homme d'aujourd'hui. Alors, quand ils ont trouvé ces restes, il y avait quasiment un squelette complet. Les chercheurs se sont posé la question de savoir si c'était effectivement une espèce ancienne, ou alors est-ce que ça pourrait pas être un humain comme les humains d'aujourd'hui, mais ancien, qui ait eu des pathologies, des maladies. Un nain en quelque sorte, donc un individu qui était malade et qui avait donc un syndrome génétique. Et en étudiant la morphologie, ils se sont rendus compte que ça ne correspondait pas du tout à la morphologie des nains ou de tous les syndromes qui sont connus à l'heure actuelle, mais on retrouvait des particularités morphologiques qui ressemblent à celles de nos ancêtres lointains. Donc c'est pour ça qu'ils ont érigé cette espèce, et ils ont appelé ces fossiles ont été attribués à l'espèce Homo floresiensis, du nom de l'île de Flores où ils ont été trouvés. Et donc vous avez ici quelques-uns des découvreurs, donc Mike Morwood qui était un chercheur australien, et quelques chercheurs indonésiens qui sont évidemment également présents puisque c'est leur pays et ils collaborent. Ce sont souvent d'ailleurs, vous allez le voir, des équipes internationales qui collaborent pour découvrir ce genre de fossiles. Et là, vous avez quelques exemples des os et du crâne de cette espèce. Donc, c'est une espèce de petite taille qui est beaucoup plus petite qu'Homo erectus qui vivait sur l'île de Java il y a quelques centaines de milliers d'années avant. Et la morphologie, par contre, ressemble quand même, au niveau des dents notamment, elle ressemble pas mal à celle d'Homo erectus. Donc là, vous avez les dents, l'intérieur de la dent de Homo floresiensis. Donc c'est la partie qui est sous l'émail, la partie brillante ici c'est l'émail, et c'est la partie qui est en fait un peu plus sombre ici qui est la dentine. Et cette partie de la dent est très informative parce que déjà elle n'est pas usée, elle n'est pas abîmée, donc on arrive à en tirer des informations morphologiques, et vous voyez qu'elle est très proche morphologiquement de ces dents qui sont des dents d'Homo erectus de Java. Donc ça était un bon indice déjà pour nous dire qu'on avait probablement affaire à des descendants d'Homo erectus qui avaient évolué vers une plus petite taille. Et vous voyez ici des exemples d'espèces qui sont africaines. Vous avez des fossiles africains et les humains actuels. Et puis il y a une autre surprise qui est venue liée à la découverte de cette espèce Homo floresiensis, c'est son âge. Au tout début, il y a eu une erreur dans la datation et on a pensé que c'était une espèce extrêmement récente qui avait 38 000 à 18 000 ans. Autant dire qu'elle était quasiment actuelle, ou en tout cas contemporaine des humains qui existent encore aujourd'hui, d'Homo sapiens. Bon, ils ont refait la datation, ils ont trouvé un âge qui est un peu plus ancien, entre 50 000 et 80 000 ou 90 000 ans. Malgré tout, ça reste relativement récent, donc ça veut dire que potentiellement, ces espèces ont pu côtoyer les tout premiers humains modernes qui sont sortis d'Afrique et qui sont arrivés en Asie. Alors vous allez me dire, mais comment on arrive à avoir une évolution vers une petite taille? Vous avez ici un exemple Homo erectus reconstruit, et puis ici Homo floresiensis. Eh bien, il y a des exemples dans la paléontologie, et vous avez ici l'exemple d'un éléphant classique d'aujourd'hui, et un éléphant nain qui a peuplé aussi l'île de Flores à la même époque que l'espèce Homo floresiensis. Et vous avez des exemples inverses, c'est-à-dire que les rats que vous connaissez aujourd'hui sont assez petits, mais il existe aussi sur l'île de Flores des rats
des géants, des rats extrêmement grands, qui font jusqu'à 50 cm. Donc comment on arrive à changer la taille d'une espèce au niveau de l'évolution? Alors il y a un phénomène qui est très bien connu, qui s'appelle le nanisme insulaire ou le gigantisme insulaire dans le cas des rats, mais on va focaliser vraiment notre attention sur le nanisme insulaire, qui est le sujet pour l'espèce floresiensis qui nous intéresse. Donc il faut s'imaginer que vous avez des îles qui sont des petits milieux avec des ressources alimentaires limitées. Donc vous avez peu de territoire avec peu de ressources. Et là, vous avez des espèces invasives qui arrivent, qui colonisent des nouvelles espèces qui viennent du continent ou qui sont arrivées en nageant. Et c'est le cas, par exemple, des éléphants qui viennent d'Asie. Et donc vous voyez que les éléphants sont très grands par rapport à la taille de l'île. Donc très rapidement, ils vont consommer beaucoup de la nourriture. Il va y avoir moins de nourriture. Et les plus gros, ils ne vont pas avoir assez de nourriture pour survivre. Donc les plus gros vont mourir, ils vont s'éteindre. Et les plus petits individus de cette population, ils vont avoir plus de chances de s'alimenter suffisamment, de se reproduire, et donc de pouvoir engendrer. Et au fil des générations, eh bien, vous voyez que même si ceux-ci sont encore de taille intermédiaire, ils vont peut-être avoir un peu moins d'avantages à survivre, ou en tout cas un peu moins de facilité à s'alimenter, que ceux qui sont encore plus petits au sein de la population de la génération suivante. Et de génération en génération, comme ça, eh bien, les plus petits vont avoir un avantage jusqu'à ce qu'il y ait un certain équilibre qui se crée entre la taille de l'île, la quantité de ressources qu'ils ont disponibles pour se nourrir, et la taille des individus. Donc vous pouvez avoir une réduction de la taille comme ça qui se produit donc chez l'éléphant par exemple, et c'est comme ça aussi qu'on explique probablement la réduction de la taille chez des espèces humaines anciennes. Dans le cas des rats que je vous ai mentionné avant, ce n'est pas exactement le même phénomène, mais c'est aussi un phénomène évolutif. Pour les petits animaux, que ce soit des rats ou il y a même des oiseaux ou d'autres animaux, quand ils arrivent sur ce genre d'île, généralement il n'y a pas de prédateurs. Et eux, pour le coup, ils sont tellement petits par rapport à la taille de l'île qu'ils ont beaucoup de nourriture. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les plus grands de ces rats, par exemple, sont les plus forts. Donc, c'est eux qui vont dominer, qui vont avoir le plus de chances de se reproduire. Et ainsi de suite, de génération en génération, jusqu'à un certain équilibre là aussi. Et donc, on peut se retrouver avec des petites espèces qui évoluent vers de grandes tailles au cours des générations, ou des espèces de grande taille qui, inversement, évoluent vers des petites. Et donc là, vous voyez des lignes qui sont bien connues depuis les années 1800. Ces lignes, eh bien, elles représentent une sorte de frontière naturelle entre cette partie du monde qui est connectée par moment au continent asiatique. Vous voyez, en fait, en grisé, ce sont les zones qui, en fonction de l'abaissement du niveau marin, vont être connectées au continent. Et puis, il y a des zones, ici, dans cette partie de l'Asie du Sud-Est, qui ne sont jamais connectées à la partie qui est plus à l'ouest. Tout simplement parce que le niveau marin est beaucoup plus profond, il y a des fosses à ce niveau-là, et donc il n'y a pas de facilité, de possibilité de marcher pour aller dans ces îles. Donc là, la question qui se pose, c'est comment, eh bien, par exemple, Homo erectus, qui peuplait l'île de Java, ici, a pu atteindre l'île de Flores, qui est plus à l'est de cette ligne. Donc là, on peut imaginer que, comme ils voyaient les îles, qui étaient quand même relativement proches à quelques kilomètres, ils ont plus fixé l'objectif d'y aller. Alors encore une fois, on ne connaît pas le moyen qu'ils ont utilisé, mais ce sont des îles qui sont assez proches. Et puis vous voyez que pour atteindre les Philippines, c'est quand même un petit peu plus délicat. Il y a quelques passages qui sont étroits, mais il y a aussi des zones où c'est beaucoup plus large. Donc on ne sait pas comment tous ces hominines ont pu franchir ces bras de mer. Il y a plusieurs hypothèses que je vous ai déjà mentionnées, mais en tout cas, on sait qu'ils sont arrivés là. Et c'est notamment le cas aux Philippines, au nord des Philippines. Vous voyez ici un site qui s'appelle Kalinga, qui est pas très loin du site de Callao, dont je vais vous parler juste après. Et sur le site de Kalinga, il y a eu des animaux fossilisés qui ont été retrouvés. Donc là, vous avez un fossile de rhinocéros, et sur lequel on a retrouvé des traces de découpe. Donc ils ont utilisé des outils en pierre taillée pour couper, pour faire une activité de boucherie, pour récupérer la viande. Donc ça veut dire qu'il y avait des humains, parce qu'à part les humains, il n'y a personne, aucun autre animal n'utilise des outils. Et on a retrouvé également des outils en pierre taillée, que vous pouvez voir en bas ici. Donc ces traces de découpe, eh bien, elles ont été identifiées sur plusieurs os de cet individu rhinocéros. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal d'outils qui attestent de la présence de ces humains. Le problème, c'est que jusque-là, il n'y a aucun reste humain qui a été publié, qui a été annoncé.
Donc on ne sait pas quelle est l'espèce qui est arrivée il y a 700 000 ans aux Philippines. Et puis, il y a quelques années, dans la grotte de Callao, qui se trouve encore une fois quelques kilomètres de ce site, on a trouvé des restes humains. Alors ces restes humains, ils sont beaucoup plus récents, ils n'ont pas 700 000 ans, ils ont plutôt 70 000 à 100 000 ans, donc plus ou moins contemporains avec les fossiles de Floresiensis, d'Homo floresiensis sur l'île de Flores. Donc là, vous avez un aperçu de la cavité, et en fait, la cavité s'ouvre sur la vallée d'une rivière, comme ça, donc c'est un endroit assez propice, en tout cas, pour vivre. Et vous voyez ici un aperçu donc, des quelques fossiles. Ce sont des scans 3D, des fossiles qui ont été découverts pour l'espèce qu'on a appelée Homo luzonensis. Donc j'ai eu la grande chance de participer à l'étude de ces fossiles et à décrire cette espèce grâce à mon collègue Florent Détroit, qui était pendant mon master et le master que j'ai fait à Paris, qui était mon prof et qui est ensuite devenu mon collègue quand j'ai passé ma thèse. Et je suis spécialiste des dents, vous vous rendrez peut-être compte au fur et à mesure de la présentation, je suis spécialiste des dents. Et donc mon rôle, ça a été d'étudier donc, ces dents d'Homo luzonensis. Et il y a d'autres collègues qui ont étudié tous les restes, les phalanges et les restes du squelette. Et donc notre étude a porté sur tous ces fossiles. Et ma partie qui concernait les dents, on a utilisé des scans à rayons X. Et ces scans à rayons X, vous voyez, nous permettent d'accéder à la structure interne des dents. Et donc, on peut décortiquer la dent, couche par couche. On peut enlever l'émail pour avoir accès à la dentine. On peut enlever la dentine pour accéder à la cavité pulpaire à l'intérieur. Et chacune de ces couches nous informe sur la biologie, mais aussi sur l'espèce à laquelle ces dents peuvent appartenir. Alors on peut réaliser un certain nombre d'analyses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec ces analyses, vous voyez, on peut séparer les espèces. Donc vous avez Homo erectus ici, vous avez les néandertaliens en rouge, et puis les humains actuels, Homo sapiens, ici en bleu. Et ce qu'on remarque, c'est que toutes les petites étoiles, ce sont soit Homo floresiensis, soit Homo luzonensis. Et ces petites étoiles, à chaque fois, elles tombent assez proches d'Homo erectus, mais elles sont séparées, elles ne sont pas exactement avec Homo erectus, elles sont un peu en dehors. Donc ça nous a fait dire que, visiblement, ce n'est pas l'espèce Homo erectus, mais c'est une espèce qui s'en rapproche, qui est probablement descend d'Homo erectus et qui a évolué indépendamment sur ces petites îles, en tout cas Flores, qui est une petite île. Et vous allez voir, j'en ai parlé, mais il y a aussi Homo luzonensis qui a évolué sur l'île de Luzon. Et Luzon, c'est une grande île, donc très probablement, cette espèce Homo luzonensis a évolué vers une petite taille sur une autre île des Philippines ou d'Indonésie avant d'arriver sur l'île de Luzon. Et donc cette petite taille était déjà acquise avant d'arriver sur la grande île de Luzon. Et une des hypothèses dont je vous ai parlé au début, une autre hypothèse, c'est de certains collègues qui, de mon côté, je pense qu'on peut rejeter sur la base des dents, c'était de dire peut-être qu'il y a une espèce très ancienne qui est liée aux australopithèques d'Afrique qui est arrivée jusqu'en Asie et qui a évolué pendant 2 millions d'années en restant en petite taille, puisque les australopithèques étaient déjà de petite taille, donc qui est resté de petite taille et qui a évolué en Asie du Sud-Est. Donc là, vous avez des dents de ces espèces africaines, et vous voyez que la morphologie, il n'y a pas besoin d'être un expert, et la taille sont très différentes de celles d'Homo floresiensis que vous avez ici, alors que ça, ce sont des dents d'Homo erectus d'Indonésie, de Java, qui donc proviennent de l'île juste à côté de là où était trouvé Homo floresiensis. Donc il est fort probable que en fait, l'espèce Homo erectus ait évolué localement sur l'île de Flores pour dériver vers une nouvelle espèce que l'on appelait Homo floresiensis. Et il est moins probable donc, que cette espèce qui s'appelle Homo habilis, qui vient d'Afrique, ait pu évoluer ou bien vers l'Homo luzonensis ou vers Homo floresiensis. Donc l'hypothèse que l'on favorise aujourd'hui, que l'on préfère, c'est celle d'une évolution à partir d'Homo erectus. Et puis, je vous ai dit, c'est une période pendant laquelle Homo sapiens existait déjà, il y a à peu près 50 000 à 90 000 ans ou 100 000 ans, la période où ces petites espèces ont vécu, pour lesquelles on a retrouvé des fossiles, que ce soit à Flores ou aux Philippines. Eh bien, en fait, on sait que Homo sapiens est arrivé en Asie il y a assez longtemps. En Chine, on retrouve des traces et des ossements et des dents qui datent de peut-être 80 000, peut-être 100 000 ans. Les datations ne sont pas hyper claires, mais des périodes très anciennes. Et très rapidement, Homo sapiens a colonisé les îles d'Asie du Sud-Est. Et donc aujourd'hui, on a des fossiles qui sont datés
en Indonésie qui sont à plus de 70 000, presque 80 000 ans, et jusque sur les Philippines, dans certaines îles comme à Palawan, on a des fossiles qui sont aux alentours de 50 000 ans, un peu plus récents, mais voilà. Et puis un autre peuplement intéressant, c'est celui de l'Australie. Donc là, pour aller en Australie, clairement, on ne peut pas y aller par accident, il faut naviguer. On ne peut pas arriver jusqu'en Australie. La distance à traverser sur l'océan est trop longue, donc on ne peut pas juste nager. Et donc là, eh bien, ça montre que les populations Homo sapiens qui sont venues d'Afrique maîtrisaient déjà un certain type de navigation et sont arrivés en Australie. En fait, c'est même plus que 50 000 ans, ils sont arrivés il y a 65 000 ans au moins. Encore une fois, on a donc une période de superposition avec des espèces comme Homo floresiensis et Homo luzonensis qui ont dû côtoyer pendant une certaine période au moins ces premiers humains modernes qui sont arrivés. Donc là, vous avez quelques exemples. Cette dent est assez controversée pour son âge. Elle a été estimée à 130-120 000 ans, mais en fait, elle provient d'un assemblage qui est assez mélangé et elle pourrait être beaucoup plus récente. Et puis là, vous avez certains des fossiles chinois qui sont assez vieux, autour de 100 000 ans, ou d'Indonésie, que je vous ai mentionné, à 70 000 ans. Il y a même d'autres dents en Chine, aux alentours de 80 000. Donc voilà. Donc, il y a un certain nombre de fossiles quand même qui permettent de dire que l'humain moderne, quand il est sorti d'Afrique, il est arrivé très vite en Asie. Et ces humains modernes étaient très grands, en tout cas ils faisaient au moins 1,60 m, 1,70 m, donc ils n'avaient rien à voir avec les petites espèces que je vous ai mentionnées. Et puis moi j'ai aussi la chance de pouvoir collaborer avec des collègues au Laos. On fouille un site qui s'appelle Tampaling, et dans ce site, eh bien, on a retrouvé des restes humains parmi les plus anciens d'Asie, des humains modernes, donc des premiers Homo sapiens arrivés d'Afrique. Vous voyez, les plus anciens datent de presque 90 000 ans, et puis on a des fossiles jusqu'à à peu près 50 000 ans. Donc on a une grande chronologie avec des fossiles qui sont intercalés dans différents niveaux, différentes strates géologiques pour ces humains modernes. Alors notre espoir, ce serait de retrouver peut-être une autre espèce que les humains modernes, que Homo sapiens, dans ce site ou dans un site à côté, puisqu'on est dans des périodes où potentiellement, quand on arrive vers 90 000, 100 000 ans, on sait qu'il y avait d'autres espèces, et peut-être même Homo erectus qui perdurait jusqu'à 100 000 ans. Donc voilà, vous avez des exemples de ces fossiles. Et vous voyez un morceau de crâne, qu'on reconnaît un crâne humain ici, une partie de l'os frontal, et puis des mandibules qui sont assez robustes, qui sont assez massives. Mais ça, c'est une caractéristique d'Homo sapiens à l'époque dans cette région. Et puis d'autres traces qui sont vraisemblablement laissées par Homo sapiens, ce sont des traces de peinture, d'activité de peinture rupestre. Vous voyez ici un cochon, une sorte de cochon représenté. Il y a des fois des figures humanoïdes, d'autres animaux. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces figures, ces peintures ont pu être datées récemment grâce à des petites sécrétions de calcite. Donc c'est le calcaire qui avec l'eau qui dépose des petites couches de calcaire sur les peintures au fil du temps. Et on peut dater ce calcaire. Et donc en datant le calcaire, on sait qu'il s'est formé après les peintures, puisqu'il recouvre les peintures. Et donc on arrive à dater un âge minimum, donc c'est-à-dire que ces peintures ont au moins 51 000 ans, voire un petit peu plus. Voilà, donc là aussi aux Philippines, on a des traces d'humains qui sont arrivés aux alentours de 50 000 ans, dans l'île de Palawan, et puis probablement un petit peu plus loin. Donc, en conclusion, pour l'Asie du Sud-Est, vous voyez qu'il y a plusieurs espèces, certaines qui sont très anciennes et qui ont perduré dans le temps, comme Homo erectus. Donc, Homo erectus, on le retrouve à la fois sur le continent et puis en Asie du Sud-Est, depuis près de 2 millions d'années jusqu'à peu près 100 000 ans. Vous avez ces deux espèces de petite taille, que sont Homo floresiensis et Homo luzonensis, qui, elles, comme je vous l'ai expliqué, ont vraisemblablement évolué donc, dans ces îles, qui sont de petites îles, et dérivent probablement d'Homo erectus. Et puis en parallèle, il y a d'autres espèces que je n'aurai pas le temps de trop détailler ce soir, mais peut-être vous avez déjà entendu parler, qui sont des espèces proches d'Homo sapiens, nos cousins, les Néandertaliens et les Denisoviens. Alors les Néandertaliens avaient tendance à être plus à occuper la partie ouest du continent eurasiatique, donc plutôt en Europe et jusqu'à l'Asie totalement occidentale. Et vous voyez ici un site qui s'appelle la grotte de Denisova, où il y a même juste à côté un autre site où il y a des Néandertaliens qui se sont probablement côtoyés. D'ailleurs, il y a même les généticiens ont pu montrer qu'il y avait eu de l'hybridation entre les Néandertaliens et les Denisoviens, qui sont un peu des proches parents, une sorte de cousins. Et puis les Denisoviens, donc, qui sont ces cousins des Néandertaliens, eux avaient tendance à plutôt occuper
la partie asiatique du continent. Mais on ne retrouve pas de Denisovien, vous voyez, dans ces îles pour l'instant. Donc ça fait quand même pas mal d'espèces, et toutes ces espèces ont potentiellement pu se rencontrer dans la période aux alentours de 100 000 ans jusqu'à peut-être 70 000 ans. Donc c'est quand même assez intéressant de se dire qu'il y a finalement peu de temps, il y a 70 000 ans, c'est pas très très ancien, eh bien on avait 6 espèces qui potentiellement ont pu coexister et dont on ignore encore énormément de choses. On ne sait pas comment ils se sont comportés quand ils se sont rencontrés, en tout cas pour la plupart des cas. On sait que dans la grotte de Denisova, ils se sont hybridés, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même des échanges qui soient biologiques et même culturels. Il y a eu des échanges de matières premières et autres. Mais malgré tout, voilà, on ignore encore beaucoup de toutes ces espèces et des différents comportements. Ce qu'on peut dire, c'est que ces espèces qui sont de petite taille, aussi bien Homo luzonensis que Homo floresiensis, elles ont disparu vers 50 000 ans, qui est la période à laquelle on observe aussi une disparition à la fois des Néandertaliens, vers 40 000 ans en Europe, et probablement des Denisoviens plus ou moins vers la même période. Et Homo erectus a disparu assez rapidement. Donc est-ce que c'est Homo sapiens qui, au fil des migrations hors d'Afrique et en se déployant en Eurasie et en occupant de plus en plus de territoires, a mené à l'extinction de ces espèces? Est-ce que c'est de l'assimilation, donc c'est-à-dire que ces espèces-là ont été au fil du temps incorporées dans les populations modernes et ont fini par s'intégrer, donc disparaître? Voilà, on n'a pas encore la réponse sur ça. La génétique nous donne quelques réponses, mais ça ne suffit pas encore. Donc il y a encore de belles découvertes en perspective. Et puis maintenant, je vais vous amener en Afrique du Sud. Donc vous allez voir, c'est un tout autre contexte. Et dans un site, enfin en tout cas un contexte, un ensemble de sites qui sont appelés le berceau de l'humanité. Donc c'est un nom qui est donné à une région d'Afrique du Sud où on trouve énormément de sites où des hominines anciens ont été trouvés. Et notamment, vous avez cette espèce qui s'appelle Homo naledi, qui a été découverte, je vous l'ai dit, assez récemment en 2013, donc c'est vraiment il y a à peine plus d'une dizaine d'années. Et tout de suite, cette espèce a été considérée, rapprochée comme une espèce humaine. Et vous voyez que ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on a quand même beaucoup de fossiles, on en a plus de 1600 donc, qui viennent d'une même grotte. Donc ça, c'est quand même un grand nombre de fossiles qui représentent au moins 15 individus, ce qui est assez rare quand on trouve des fossiles. Souvent, on a un individu ou deux qui sont représentés juste par quelques dents ou quelques bouts d'os. Et là, vous voyez que quand même, on a beaucoup d'individus qui sont bien représentés. On a quasiment des squelettes complets dans certains cas ou subcomplets, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et puis là aussi, on est sur des hominines assez petits, alors un peu moins petits que Homo luzonensis ou Homo floresiensis, mais aux alentours d'1,40 m, ce qui est relativement petit par rapport aux espèces notamment africaines qui vivaient à la même époque, il y a 300 000 ans. Donc les descendants d'Erectus ou les premiers humains Homo sapiens faisaient déjà des grandes tailles, et surtout en Afrique, on était sur des tailles qui étaient entre 1,70 m et 1,80 m. Donc ces hominines-là étaient vraiment petits par rapport aux autres. Et ils partagent aussi une autre caractéristique avec des hominines anciens qui étaient de petite taille, c'est un petit cerveau, une petite taille du crâne. Vous voyez que c'est entre 5 et 600 cm3. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que l'humain actuel a une taille du crâne entre 1100 et 1500 ou 1400 cm3. Donc on est quand même un cerveau qui est beaucoup plus grand. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient moins intelligents ou autre, ça c'est une autre problématique, mais simplement ils avaient une petite taille qui était associée à un très petit cerveau. Donc, il présente morphologiquement une mosaïque de traits qui semblent plus primitifs, plus ce qu'on appelle plésiomorphiques, donc des traits qui semblent proches de ceux qu'on observe dans les espèces très anciennes, et puis des traits qui sont un peu plus semblables à ceux des humains. Mais on est sur une période chronologiquement entre 300 et 200 000 ans, donc pas non plus très très éloignée donc des espèces en Asie, Homo floresiensis et luzonensis, qui sont à 100 000, peut-être même un peu plus. Mais là, on est sur un contexte très différent. On est en Afrique du Sud, dans un milieu qui est ouvert, qui est sur un continent. Donc on ne peut pas expliquer cette petite taille simplement par une évolution insulaire, c'est-à-dire une évolution dans une île, puisque là, il n'y a pas eu d'isolement, il n'y a pas eu de contexte qui est favorable à cette évolution. Et puis quand on regarde le crâne, je vous disais, ça a été attribué au genre humain. Pourquoi ? Parce que le crâne est assez rond quand même. Donc les collègues se sont dit, c'est marrant, ça fait très penser à de l'humain, donc ça doit être un humain. Mais il y a d'autres caractéristiques qui sont assez bizarres
c'est notamment ce prognatisme, c'est-à-dire cet avancement de la mâchoire. Nous, les humains, on a quand même une face assez plate, avec une mâchoire plus réduite, plus reculée. Et cet avancement de la mâchoire, ce prognatisme, c'est quelque chose que l'on voit chez les espèces très anciennes, comme les australopithèques, les tout premiers humains, mais que l'on ne retrouve plus ensuite chez les espèces plus récentes, y compris chez Homo erectus ergaster, qui n'avait pas du tout ce degré de prognatisme, qui avait une face beaucoup plus plate et beaucoup plus proche de la nôtre. Donc ça, c'est assez étrange. Et en travaillant en Afrique du Sud, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je trouve que ce crâne-là, il ressemble quand même pas mal à celui-ci. Sauf que celui-ci, il n'appartient pas au genre humain, il appartient à ce qu'on appelle Paranthropus, donc c'était un cousin éloigné. Et puis surtout, celui-là, il a 2 millions d'années, alors que là, vous êtes sur à peu près 300 000 à 200 000 ans. Donc c'est très éloigné dans le temps, mais géographiquement, on reste dans la même région. On est en Afrique du Sud. Alors comment on peut expliquer ces ressemblances ? Donc, je vous le disais, cette espèce, Homo naledi, a un tout petit crâne. Et vous voyez que c'est comparable à ce qu'on retrouve chez les paranthropes ou chez les australopithèques. Mais par contre, dès les premiers humains, eh bien, très rapidement, Homo erectus ergaster ou même Homo sapiens, eh bien, on a évolué vers une taille du crâne et du cerveau qui a très nettement augmenté. Or, à la même période que les premiers sapiens ou que les derniers erectus, vous voyez qu'on a ces individus avec des tout petits crânes et de petites tailles. Donc ça, c'est quand même assez mystérieux. Et donc j'ai fait des analyses. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail des analyses, ce n'est pas ce qui compte, mais en gros, vous pouvez voir que la morphologie du contour du crâne, ici, elle permet de séparer les australopithèques, les paranthropes et les humains. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fossiles qui sont attribués à Homo, donc au genre humain, eh bien, ils ont tendance à tomber avec les paranthropes. Rappelez-vous, je vous ai dit, il y a un crâne de paranthrope qui ressemble énormément. Mais là, on a une preuve statistique, quantifiée. Ce n'est pas juste visuel. Là, on peut le démontrer. Et quand on regarde également la morphologie vue de derrière, en vue postérieure, eh bien là aussi, statistiquement, ils se rapprochent plus des paranthropes ou des australopithèques. Mais en tout cas, ils sont assez éloignés des humains. Et je vous ai dit aussi, il y a ce prognatisme, cet avancement de la face et de la mâchoire. Eh bien ça, on peut le mesurer. Donc on peut mesurer la distance entre grosso modo l'œil, à la verticale de l'œil, et puis la partie la plus antérieure de la mâchoire par rapport à la longueur de la mâchoire. Et vous voyez que c'est différent entre les paranthropes ou les humains. Et ça donne une valeur. Et cette valeur, elle est compatible avec ce que l'on retrouve chez les australopithèques et paranthropes. Par contre, elle est plus élevée que chez les humains, qui sont notamment Homo erectus ou Homo ergaster. Et puis la morphologie aussi donc de ce maxillaire, de cette partie de la mâchoire, là aussi, elle tombe complètement chez les paranthropes, vous voyez, et elle est très différente de celle ou des australopithèques ou des humains. Donc comme ça, on peut faire tout un tas d'analyses. Et moi, ce qui m'a intrigué, c'est que je me suis dit, c'est marrant, parce que quand ils ont publié cette espèce Homo naledi, ils n'ont pas trop comparé aux paranthropes, voire pas du tout. Et là, vous avez un exemple de l'article original dans lequel ils ont publié les premiers restes, parmi les premiers restes de l'espèce Homo naledi. Et vous avez ici les dents d'Homo naledi au milieu, qui sont comparées à des australopithèques, pas à des paranthropes justement, et à des humains comme Homo ergaster, erectus et des humains actuels. Mais ils avaient oublié les paranthropes. Si on rajoute les paranthropes dans l'équation, eh bien vous voyez que cette morphologie, elle est quand même assez similaire à celle-ci, et elle diffère beaucoup de ce qu'on a chez les humains en général. Et donc ça, on peut le faire de manière systématique pour les dents, pour le crâne et pour tous les restes qu'on a. Et on s'aperçoit bien que à chaque fois, on a un signal qui se rapproche plus des australopithèques et paranthropes que des humains. Là, par exemple, vous avez la taille des dents. Donc, depuis les dents du devant, les dents antérieures, vers les dents postérieures. Et vous voyez que les prémolaires sont assez petites. D'un coup, on augmente. Et puis, la taille des dents molaires augmente jusqu'à la dernière molaire, la dent de sagesse, qui est la plus grande. Et ça, c'est très différent des humains, et notamment de chez Homo erectus, parce que chez Erectus, la troisième molaire, et y compris chez nous, en fait, chez Homo sapiens, c'est une caractéristique du genre Homo. La troisième molaire est petite, la dent de sagesse est petite. Par contre, c'est quelque chose que l'on retrouve chez les australopithèques et les paranthropes, qui est assez commun. Donc on a une trajectoire de taille dentaire qui ressemble plus à celle des australopithèques ou des paranthropes, même si la taille en absolu est plus petite.
Et puis voilà, vous avez tout un tas d'analyses aussi, la morphologie de la dentine, donc, qui est sous l'émail. Et bien là aussi, Homo naledi se rapproche de Paranthrope que vous avez ici. Et ça, ce ne sont pas des analyses que j'ai fait uniquement moi-même, c'est même publié par d'autres collègues, mais leur interprétation, c'est que ça reste quand même une espèce humaine. Alors, je ne suis pas le seul à avoir un peu questionné le fait que ce soit humain. Il y a d'autres collègues qui récemment, vous voyez, il y a quelques mois, l'année dernière, ont dit c'est quand même assez étrange pour cette créature qu'elle montre autant de caractéristiques qu'on pourrait dire primitives, en gros qui ressemblent à celles des australopithèques et des paranthropes, et que malgré toutes ces caractéristiques primitives, il soit quand même considéré comme humain. Ça, c'est quand même assez étrange. Eh bien, voilà ce que je propose. Je propose qu'en réalité, il ne s'agisse pas d'un humain, mais d'un paranthrope, ou moins probablement, à mon avis, mais possiblement quand même, d'un australopithèque. En tout cas, d'une espèce beaucoup plus ancienne, qui était un lointain cousin du genre Homo, et qui a quand même survécu en parallèle, en Afrique, pendant des millions d'années, et qui nous avait totalement échappé, pour la bonne et simple raison qu'entre 2 millions d'années et 300 000 ans, qui est l'âge de Naledi, les fossiles de Naledi, on n'a pas de fossiles. On n'a quasiment rien. En Afrique, il y a une dent, en Afrique du Sud, il y a une dent à 1 million d'années, qui appartient probablement à une dent humaine, et c'est tout. Donc ça veut dire qu'on a en fait un grand gouffre de connaissances pendant plus d'1,5 million d'années, et c'est probablement ce gouffre de connaissances qui a en fait influencé ou qui a biaisé l'interprétation des collègues qui voulaient chercher absolument des humains parce qu'ils étaient persuadés qu'à cette période-là, il y a 200-300 000 ans, il ne pouvait plus y avoir que des humains. Or, il est fort probable qu'un de ces paranthropes ait pu survivre, alors probablement parce qu'ils n'occupaient pas la même niche écologique, ils n'avaient pas le même comportement, donc ils n'étaient pas dans le même milieu exactement, et donc ils n'étaient pas en compétition avec les humains, et ils ont pu survivre en parallèle et coexister avec les humains pendant tout ce temps. Voilà, j'ai fini là.